Faire partie de la communauté du true crime peut parfois être décourageant avec les forums et les réseaux sociaux dans leur ensemble. Il peut être difficile de ne pas se laisser submerger par le cycle constant de mauvaises nouvelles, mais il y a de l'espoir. Au cours des dernières années, nous avons vu la résolution de dizaines de cold cases que nous ne pensions jamais voir élucidés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous visons à mettre en lumière quelques-unes de ces affaires en examinant 3 cold cases glaçants enfin résolus en 2023. Jennifer Odom, âgée de 12 ans, a été vue pour la dernière fois dans l'après-midi du 19 février 1993. Au moment de sa disparition, elle vivait à Saint-Joseph, une petite communauté près de Dade City, en Floride. Aux alentours de 15 heures l'après-midi du 19, elle est descendue de son bus scolaire, prête à faire la courte marche jusqu'à chez elle. Mais bien qu'elle ne soit qu'à 200 mètres de sa résidence, Jennifer n'est jamais rentrée chez elle. Vers 16 heures, sa sœur de 9 ans, Jessica, est rentrée et a trouvé la maison vide, ce qui l'a surprise. Elle a vite appelé sa mère pour signaler que sa sœur aînée n'était pas rentrée de l'école. Peu après, la police a été prévenue de la disparition de la fillette de 12 ans. Ses camarades ont rapporté avoir vu un vieux pick-up bleu clair près de l'arrêt de bus de Jennifer. Certains l'ont même vu suivre lentement la jeune fille. Une recherche a été lancée en quelques heures et plus de 400 bénévoles ont aidé à ratisser 60 miles carrés de campagne. 6 jours après sa disparition, le corps de Jennifer a été retrouvé près d'un sentier équestre, à 10 miles de l'endroit où elle avait été vue pour la dernière fois, près de Powell Road. Elle avait été agressée sexuellement et assassinée. 2 ans plus tard, un couple cherchant de la ferraille dans l'ouest de Hernando a trouvé son sac d'école et son étui à clarinette. Au fil des ans, les enquêteurs ont collecté plus de 1000 preuves et mené des centaines d'entretiens, sans réussir à identifier l'auteur de ce crime. L'affaire de Jennifer a été présentée dans Mystère non résolu avec une récompense de 20 000 $. Malgré des milliers de pistes, aucune n'a résolu l'affaire. 13 mois avant la mort de Jennifer. En janvier 1992, les détectives du shérif du comté de Pasco ont enquêté sur l'agression de Caroline Murray, 17 ans élève du lycée Land O'Lakes. Elle avait été retrouvée dans une mare de sang derrière un bâtiment abandonné au sud de Mazerick après avoir subi une agression sexuelle et des coups. Bien que l'adolescente ait survécu, elle est restée paralysée à gauche. Malgré une longue enquête, la police n'obtenait toujours pas de réponse. L'affaire n'a été résolue qu'en 2015 grâce à des tests acides désoxyribonucléiques familiaux reliant les enquêteurs à un prisonnier, Jeffrey Crum, 2. Le détenu n'était pas coupable. Les tests sur son grand-père, son frère et son père ont montré que l'auteur de l'attaque était son père. Il avait poussé Caroline dans le bâtiment abandonné puis l'a violemment frappée à la tête, écrasant une partie de son crâne. Jeffrey Norman Crum a été vite arrêté puis condamné à perpétuité. Les soupçons ont alors visé Crum pour le meurtre de Jennifer Odom, 12 ans, en 1993. Crum a une série de condamnations pour des crimes violents, y compris l'agression sexuelle d'un mineur. Lors de la disparition de Jennifer, il habitait à 34 km du lieu de sa disparition et à 19 km de celui où son corps a été retrouvé. Il conduisait aussi un camion bleu à l'époque. Le 27 juillet 2023, à un mois du 43e anniversaire de Jennifer, les autorités ont annoncé l'arrestation de Crum dans cette affaire. Les enquêteurs restent discrets mais ont indiqué que du matériel biologique a permis d'inculper Crum dans l'affaire Jennifer. Enquêteurs et procureurs estiment que sa culpabilité ne fait aucun doute. Les forces de l'ordre ont reçu un tuyau anonyme, ce qui les a poussés à croire. D'autres savent de l'implication de Crum dans le crime et les ont encouragés à se manifester. Jeffrey Crum attend actuellement son procès et les procureurs réclament la peine de mort. Pour toute information sur l'affaire Jennifer ou une victime potentielle de Crum, contactez le détective Lundgren du bureau du shérif du comté de Hernando au 3527 546 83 0.
Le soir du 29 mars 1975, Sharon Pryor, âgée de 16 ans, s'est préparée pour retrouver ses amis à la pizzeria Marina à Montréal, Québec, Canada. C'était le point de rencontre du groupe, où ils discutèrent de l'école, des garçons, de musique, à seulement 5 pâtés de maison de chez Sharon. Juste avant son départ, sa meilleure amie lui a rendu visite. Elle se connaissait depuis l'âge de 5 ans. Les deux allaient dans des écoles différentes, cependant, et l'autre fille ne traînait jamais avec le groupe d'amis de Sharon. Bien que son amie ait proposé de l'accompagner, Sharon a refusé et est partie seule vers la pizzeria. Cependant, Sharon n'est pas venue à la pizzeria, mais ses amis n'ont pas été tout de suite inquiets. Ils pensaient qu'elle était avec son petit ami. 3 jours après, son corps a été retrouvé dans une zone boisée à Longueuil, au sud de Montréal. Victime d'agression sexuelle, elle était morte asphyxiée après que son agresseur lui a écrasé la poitrine avec son genou. Elle avait aussi eu 2 fractures à la mâchoire, le nez cassé et un trou dans la joue. Lors de l'enquête, plus de 100 suspects ont été examinés sans qu'aucune arrestation n'ait lieu. La police pensait d'abord que 2 personnes étaient impliquées, mais en 2023, l'homme responsable du crime a été identifié. En 2022, le nom de Franklin Maywood Romine a attiré l'attention de la police. Romine est né à Huntington, en Virginie-Occidentale, en 1946 et il est décédé dans des circonstances d'un trouble en 1982 à l'âge de 36 ans. Décédé à Verdun, Montréal, son corps fut envoyé à sa mère en Virginie-Occidentale pour l'enterrement. Les autorités ont exhumé le corps en 2023 pour lancer des tests acide désoxyribonucléique. En mai, ils ont confirmé que l'acide désoxyribonucléique de Romine correspondait à celui trouvé sur la scène du crime et qu'il correspondait aussi aux descriptions des témoins d'un homme ayant tenté un enlèvement avant le départ de Sharon. Femme de 23 ans sur la rue Wellington à un peu plus de 5 minutes de la pizzeria, les pneus du véhicule de Romine correspondaient à ceux retrouvés sur la scène du crime et il habitait à seulement 8 km de la jeune fille de 16 ans. Romine avait un lourd passé criminel violent et a passé beaucoup de temps à voyager entre le Canada et la Virginie-Occidentale pour échapper aux enquêteurs. Il s'est évadé du pénitencier de Virginie-Occidentale en 1964 et à nouveau en 1967. En 1969, il avait déjà un casier judiciaire au Canada. En 1974, Romine a été arrêté pour cambriolage et agression sexuelle à Parkersburg, Virginie-Occidentale. Alors qu'il était en liberté sous caution, il a fui au Canada. Quelques mois après l'attaque contre Sharon Pryor, 16 ans, il a été arrêté à la frontière canadienne puis renvoyé en Virginie-Occidentale où il a écopé de 5 à 10 ans de prison. Pour l'affaire de Parkersburg, les circonstances de la mort de Romine restent inconnues, les enquêteurs n'ayant pas trouvé de certificat de décès. Ils ont confirmé qu'il est l'homme derrière l'un des crimes les plus horribles du Québec. La mère de Sharon, aujourd'hui dans la 80aine, et ses frères et sœurs n'ont jamais perdu espoir qu'un jour l'affaire serait résolue. Ils ont décrit Sharon comme une jeune fille généreuse rêvant de devenir vétérinaire. Lors d'une conférence de presse, sa sœur a dit « Tu n'es jamais revenu rue Congrégation ce week-end-là, mais tu restes dans nos cœurs pour toujours. Nous t'aimons, Sharon. Puisses-tu maintenant reposer véritablement en paix ?» Alicia Navarro. Alicia Christian Navarro n'avait que 14 ans lorsqu'elle a disparu au milieu de la nuit de son domicile à Glendale, en Arizona, qu'elle partageait avec sa mère et son beau-père. Sa mère, Jessica Nunes, l'a vue pour la dernière fois le 15 septembre 2019, vers 1h du matin. En descendant boire un verre d'eau, Alicia a demandé à Jessica pourquoi elle était encore debout, mais Jessica n'a pas accordé d'importance à leur échange. Elle s'est couchée tôt, puis a découvert à 7 heures que sa fille avait disparu. La porte arrière était ouverte et plusieurs chaises étaient alignées contre le mur de briques dans le jardin. Des empreintes de chaussures correspondant au basket d'Alicia avaient été laissées sur les sièges, indiquant qu'elle les avait utilisées pour escalader le mur. Alicia avait pris son iPhone 6 et son MacBook mais avait oublié les chargeurs, ainsi que l'ordinateur portable qu'elle utilisait pour l'école et le PC de bureau qu'elle utilisait pour jouer. Elle avait également pris quelques produits cosmétiques et une bande dessinée. Elle avait écrit « Je me suis enfuie, je reviendrai, je suis désolée, Alicia ». La disparition d'Alicia à l'époque a été un grand choc pour ses proches. On l'a décrit comme autiste de haut niveau avec une routine très stricte qu'elle n'aimait pas changer. Elle évitait les sorties et peinait à socialiser.
Mais, peu avant sa disparition, sa mère avait noté des changements dans son comportement. Alicia portait toujours des chemises à manches longues, même sous la chaleur de l'Arizona. Grande passionnée de jeux vidéo, elle s'est soudainement tournée vers les bandes dessinées, le rock classique, la musique et les produits de remise en forme comme les poudres de protéines. Elle a aussi changé d'apparence, mettant maquillage, parfum et des vêtements jugés plus provocants. Malgré ces changements radicaux, sa mère Jessica pensait qu'ils étaient seulement dus à la pression des pairs. Passionnée de jeux vidéo, Alicia fréquentait aussi des salons de discussion en ligne et des serveurs Discord. Sa mère pensait qu'elle avait peut-être rencontré quelqu'un en ligne qui avait gagné sa confiance avant de la convaincre d'une rencontre réelle. Les autorités ont également indiqué qu'elles pensaient qu'il était possible qu'Alicia ait été manipulée par quelqu'un qu'elle avait rencontré en ligne et ont supposé qu'elle avait emporté son ordinateur portable et son téléphone pour cacher des informations qui pourraient les mener à sa localisation. La dernière fois qu'Alicia a été vue, c'était par une amie au parc La Périda, à 2,5 km de chez elle, l'après-midi du 19 septembre, peu après son départ nocturne de la maison. Pendant 4 ans, aucune nouvelle d'Alicia n'a été donnée. Sa famille et les enquêteurs en ligne espéraient qu'elle serait retrouvée un jour et que tout finirait bien. En juillet 2023, Alicia, désormais âgée de 18 ans, s'est présentée dans un commissariat à Havre, Montana, à 2250 km de chez elle, à Glendale. Elle a informé les agents vouloir être retirée de la liste des disparus pour obtenir un permis de conduire et mener une vie normale. 2 voisins d'Alicia l'ont entendue se disputer la veille avec l'homme chez qui elle vivait. Alicia a dit « Je vais revenir ». Ces mêmes voisins avaient été approchés par Alicia quelques jours plus tôt lorsqu'elle avait affirmé qu'elle cherchait son oncle près d'un bureau de poste. Les voisins pensaient qu'elle ne connaissait pas le quartier, car elle semblait désorientée, bien qu'elle et sa colocataire aient emménagé dans la résidence. 1 an auparavant, il décrivait à la jeune femme de 18 ans comme ayant une voix rauque et une mauvaise hygiène dentaire, car elle portait toujours son appareil depuis ses 14 ans. Ils ont affirmé que sa colocataire les avait évités dès qu'ils avaient tendu venir de Phoenix, Arizona. Le 23 juillet, des agents du FBI armés ont encerclé le bâtiment d'Alicia. Les autorités ont précisé que la jeune femme de 18 ans était indemne et n'avait pas besoin de soins, mais que les circonstances de sa disparition restaient sous enquête. La police a constaté qu'Alicia allait bien et a affirmé « Personne ne m'a fait de mal » lors de son entretien avec les autorités. Son colocataire, souvent présenté comme son petit ami dans les médias, a été interrogé et leur appartement fouillé, mais il a ensuite été relâché. L'homme, qui vivait avec Alicia depuis au moins 1 an, a été identifié comme Eddie Davis, 36 ans, ex-employé de nuit chez Walmart, licencié pour son attitude agressive. Il insultait ses collègues et était devenu de plus en plus colérique 2 ans avant son renvoi. Il aurait récemment travaillé dans un dispensaire de marijuana, mais il a aussi été renvoyé. Ses collègues se souvenaient avoir entendu parler d'Alicia et avaient supposé qu'elle était sa petite amie jusqu'à ce que Davis les corrige, affirmant qu'elle était sa nièce. Alicia a discuté avec sa mère en appel vidéo sans se voir en personne. Les enquêteurs ont souligné que la jeune femme de 18 ans est désormais majeure et qu'on ne peut pas l'obliger à retourner chez elle. Jessica Nunes a demandé au public de respecter sa vie privée et de passer à autre chose, soulignant que la recherche de réponses est devenue dangereuse. Elle a aussi indiqué que sa famille subit du harcèlement en ligne et que la sécurité d'Alicia est menacée. Elle a dit « Je vous en supplie, arrêtez les TikTok et ne contactez plus Alicia ou moi avec vos spéculations ou questions. Ce n'est pas un film, c'est notre vie, c'est ma fille. » Dans les quelques semaines qui ont suivi la découverte qu'Alicia est en fait vivante, elle et Davis ont quitté leur appartement à Havre, apparemment aidés par des membres de sa famille. Ils vivent actuellement dans une réserve amérindienne, bien que les habitants semblent mécontents de l'attention qu'ils attirent sur la région. Aucune accusation n'a été retenue contre Davis et son implication dans sa disparition en 2019 reste incertaine. Bien que de nombreuses questions restent sans réponse, Alicia a été retrouvée saine et sauve et l'affaire de sa disparition peut enfin être classée. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.